Yuji était autrefois un employé de bureau ordinaire dans une entreprise qui le surmenait, et un jour il est décédé à cause de Surmenage Kun, le rival montant du Grand Camion Kun. Il s'est réveillé dans un monde de magie et de monstres, réincarné en dompteur, une classe considérée comme la plus faible. Mais grâce au Slim studieux et intelligent dont il s'est lié d'amitié, il a acquis un large éventail de compétences et de capacités, ainsi qu'une seconde classe, celle de sage, qu'il garde secrète. Il travaille maintenant comme aventurier, et en chemin pour accomplir une simple quête, il combat un monstre ressemblant à un ghoul, esquivant ses attaques avant de le vaincre avec l'aide de ses slims apprivoisés, qui lancent une boule de feu assez puissante pour détruire instantanément la ghoul. Yuji retourne à la guilde des aventuriers avec sa récolte de plantes médicinales, ce qui choque les réceptionnistes et les autres aventuriers qui le sous-estimaient. Le chef de la guilde affirme qu'il n'était pas un dompteur ordinaire, mais son adjoint arrive en courant, lui parlant de signaux de fumée aperçus dans la forêt. Yuji contacte ses slims dans la forêt, et ils lui disent qu'ils voient des milliers de monstres se diriger vers la ville de toutes parts. Le chef de la guilde panique et demande à chacun de fuir, mais les aventuriers se portent volontaires pour rester et protéger les habitants. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance de gagner, mais Yuji se présente et affirme qu'il peut le faire. Il sort un gigantesque os de dragon de la gueule du slime, et il vous prie de ne pas avoir de mauvaises idées concernant son utilisation. Il explique que, grâce à ses compétences spéciales de dompteur, il peut recréer la flamme du dragon une seule fois à l'aide de cet os et ainsi anéantir tous les monstres. Tout le monde pense que c'est impossible, mais un homme aux cheveux originaux, se définissant comme un ananas, témoigne avoir vu le slime de Yuji cracher du feu et demande à tous de lui faire confiance. Chacun coopère, on distribue des médicaments aux habitants, et les aventuriers prennent position pour empêcher les monstres d'entrer par la porte. Yuji appelle ses autres invocations, un fier loup portant le slime sur son dos, et lui donne une boisson magique pour l'aider à courir vite. Lui-même se poste en hauteur, dominant le champ de bataille tandis que les aventuriers utilisent des éclats spéciaux, remplis de grenades pour tuer les monstres, puis les affronter avec leurs épées et leurs arcs. Ensuite, Yuji remet l'os de dragon dans la slime car ce n'était qu'une décoration et dit que tout sera terminé dans 15 minutes grâce à la compétence spéciale du sage, créateur de magie. De nombreux onglets holographiques s'ouvrent devant lui. Son esprit possède une incroyable puissance de calcul, car mon ordinateur plante avec seulement 2 onglets chrome. Pendant que Yuji mélange toutes sortes de magie pour créer un sort puissant, il reçoit un message d'une de ses amies, une dryade, dont l'équipe a repéré un individu suspect. Yuji utilise la slime comme caméra de surveillance et découvre que cet individu faisait quelque chose avec une lanterne et une puissante pierre magique. La situation étant dangereuse, Yuji décide d'intervenir immédiatement avec l'aide de la dryade et des slims. Les slims sautent par-dessus un arbre, puis il utilise sa compétence pour transférer sa magie sur eux et maîtrise l'homme avec un filet magique. Il place ensuite une barrière autour de la pierre avant de lever la malédiction qui la recouvrait et de la transformer en simple rocher. Il leur demande « Ramenez l'homme pour un interrogatoire », mais il crie le slogan de son organisation terroriste avant d'avaler du poison et de mourir. Pendant ce temps, Loufier a conduit la masse de gluants jusqu'à la ville et Yuji les répartit en équipes pour aider les aventuriers. Il leur transmet de la magie de boule de feu et il repousse les monstres. Pamplemousse et les autres aventuriers gagnent en confiance avec l'arrivée des renforts. La réceptionniste de la guilde espionne Yuji et est émerveillée de le voir lancer des sorts. Mais il lui demande d'appeler les aventuriers car il va faire quelque chose d'important. Il demande aux gluants de se positionner à égale distance autour de la ville, puis il leur transmet sa magie pour créer une barrière géante. Ensuite, il libère une magie puissante appelée « Feu infernal de la faim » vers l'extérieur de la barrière, ce qui détruit les monstres, la forêt et tout sur son passage, un peu comme ces révélations de genre qui dégénèrent. Mais cela n'a pas suffi à éliminer tous les monstres et Yuji se sent faible car il a dû sacrifier ses PV pour utiliser plus de magie que sa capacité de PM. Il n'a pas d'autre choix que de recommencer pour sauver la ville et il lance la barrière et magie infernale encore une fois pour vaincre tous les monstres, puis effondrement. Il récupère en quelques jours et alors que la réceptionniste vient lui apporter de la nourriture, il entend les célébrations dehors et apprend qu'il est désormais un héros. La réceptionniste le laisse, lui disant de se reposer, mais lorsqu'elle revient la nuit pour lui apporter une couverture supplémentaire, il a quitté la ville pour de bon car il ne voulait attirer aucune attention. La réceptionniste le raconte au chef de la guilde et celui-ci dit que le héros a quitté la ville qu'il a sauvée sans gloire ni argent. Mais il a enquêté sur l'homme dans la forêt avec le cristal et a découvert qu'il appartenait à la secte de la lune bleue du salut qui étendait son influence sur tout le continent. Yuji a laissé un slime là-bas comme espion et il entend tout en arrivant à la ville suivante. Son groupe attire trop l'attention dans la nouvelle ville et ils ont tous très faim, alors il leur achète assez de viande pour faire pleurer un vegan.
Après cela, il se dirige vers la guilde des aventuriers de la ville, mais il n'embauche généralement pas de dresseur et Yuji ne peut s'inscrire que grâce à ses compétences de pistage très demandées. Alors qu'il examine les offres d'emploi, un groupe d'aventuriers veulent le recruter car leur groupe a besoin d'un pisteur. Il y a Radu, un utilisateur de dague, Tina, une archère, et Lisa, une utilisatrice de lance. Radu n'aime pas les dompteurs, mais les filles lui rappellent que sa réputation n'était pas assez bonne car les membres de son groupe disparaissaient souvent. Elles souhaitent que Yuji rejoigne leur groupe et forcent Radu à l'accepter ou à être exclu. Ainsi, Yuji rejoint leur groupe et ils partent en mission pour trouver le dragon terrestre qui se cache dans la forêt voisine. Il utilise son loup et son slime pour détecter les monstres dans les environs et étonne le groupe par ses capacités de pisteur. Radu se précipite vers le premier groupe de monstres qu'il trouve et les élimine seul, puis déclare que son opinion sur Yuji a changé. La nuit, il parle de choses concernant les aventuriers et Radu semble connaître le sujet sur le bout des doigts en tant que vétéran, et propose même de faire la garde pendant la nuit. Pendant son sommeil, Yuji rêve de son arrivée dans ce monde. Il était tellement surmené qu'il pensait que sa fenêtre système était son écran d'ordinateur, puis il a appris à être un dompteur et à apprivoiser son premier slime en le touchant simplement. Le slime l'a mené à un chalet en forêt rempli de livres, et alors que Yuji en prit un, il découvrit qu'il s'agissait de l'équivalent dans ce monde d'une recette de bombe nucléaire laissée à la vue de tous. Mais il pouvait apprendre la magie simplement en le lisant, et soudainement, toutes sortes de slimes s'approchèrent, désirant être apprivoisées. Dès qu'il les apprivoisa, elles commencèrent à lire les livres et à acquérir des compétences, et cette connaissance se transféra automatiquement à Yuji, qui obtint un doctorat sans rien lire et devint un sage. Cela marqua le début de son périple, et cela ne fait qu'une semaine, et il a déjà sauvé une ville. Il se réveille au son d'un appel du fier loup, qui lui apprend que Radu s'enfuyait et que les filles le suivaient car elles le soupçonnaient depuis le début et venaient de réaliser qu'il allait les trahir. Il était également en état d'alerte et a attaqué une slime qui le suivait, mais grâce à sa compétence de furtivité, il a pu survivre. Radu court à nouveau tandis que les filles le poursuivent, et il esquive les pièges sur son chemin pour aller vers une tente et faire son rapport à son chef, un bandit et trafiquant notoire. Radu signale qu'il y avait 2 filles avec lui qui rapporteraient un bon prix. Et il y avait un dompteur dont il pensait qu'il allait mourir de lui-même. Yuji écoute attentivement, et il réalise que les rumeurs étaient vraies. Mais alors le chef des bandits dit quelque chose à propos de la lune bleue d'aujourd'hui, et il y avait une prophétie selon laquelle un désastre tomberait du ciel la nuit de la lune bleue et tuerait même un homme qui oserait se moquer de lui. Yuji ne compte plus les écouter, et il décide de s'en débarrasser avec un sort faible. Il ordonne donc à ses slimes d'encercler la tente des bandits et d'utiliser le sort « Je l'ai étendu ». Mais celui-ci est beaucoup plus puissant que Yuji ne l'avait supposé et transforme les tentes en glacières et les bandits en glace. Les filles sont choquées de voir cela, et Yuji dit que ses slimes pouvaient faire ça tout seuls, essayant d'éviter tout mérite. Les slimes sortent le chef des bandits gelés, que les filles reconnaissent comme un bandit notoire avec une forte prime sur sa tête. Elles sont impressionnées et disent que Yuji aurait dû leur dire plus tôt, elles se seraient appuyées sur lui. Mais il se souvient qu'il a déjà beaucoup souffert à cause de cela et n'allait pas gaspiller une autre vie en assumant les responsabilités des autres. Mais il pense que les filles sont assez dignes de confiance pour leur montrer certaines de ses capacités, et elles parlent de mettre en place. Quand ailleurs, Yuji lance sa slime dans le ciel avec un bruit assourdissant. Celle-ci agit comme un drone et trouve un bon emplacement où les slimes installent des tentes, allument un feu et préparent même à manger, suivant les ordres de Yuji. Les filles sont choquées, mais retournent ensuite dormir. Pendant leur sommeil, Yuji ne peut s'empêcher de penser à la prophétie dont parlait le bandit et à la secte appelée « Lune bleue du salut ». Le groupe poursuit sa recherche le lendemain, mais ne trouve aucune trace du dragon terrestre. Les filles encouragent Yuji, affirmant que lui et sa slime pourraient le trouver bientôt, ce qu'il juge exagéré. Il se souvient soudainement du jour où il a passé son examen d'évaluation d'aventurier. Le cristal magique destiné à mesurer son potentiel s'est brisé dès qu'il l'a touché, avant qu'il ne lance une boule de feu assez puissante pour détruire complètement un gros rocher. Le destructeur et les autres candidats étaient stupéfaits, et ils ne souhaitent plus revivre une telle tension. Yuji utilise donc une compétence de limitation magique pour réduire sa puissance et l'essaie avec ses slimes en utilisant des sorts faibles sur des monstres proches. Bien que non létaux, ces sorts faibles sont aussi assez puissants pour vaincre les monstres. Mais soudain, le ciel devient d'un violet foncé, et une lune bleue apparaît en plein jour. Les slimes disent à Yuji qu'ils sentent que quelque chose ne va pas, et ils voient l'orage et la foudre dans les nuages. Puis quelque chose tombe sous la forme d'une lumière vive, et dès qu'il atterrit, cela détruit toute la zone forestière comme une puissante explosion, puis le ciel violet se dissipe. Mais cette gigantesque explosion n'était qu'un début, et le vrai danger est le gigantesque dragon bleu qui l'a causé simplement en tombant.
Yuji ordonne immédiatement à ses slims d'évacuer et dit aux filles qu'un dragon plus fort et plus grand que le dragon terrestre se trouve près d'elle. Taina prend la tête du groupe et les conduit vers une zone sûre toute proche appelée le canyon des délices, qui est balayée par des vents violents empêchant les monstres d'y pénétrer. Yuji n'est pas sûr de la sécurité de l'endroit et ordonne à son loup fier et à sa troupe de précéder le groupe et d'explorer le canyon. Ils y trouvent des monstres, et utilisant leur capacité de partage de compétences, les slims les vainquent avec de faibles sorts. Mais alors une forte rafale de vent menace de les emporter, et ils trouvent sa source cachée parmi les rochers. Rapidement, un ours rouge géant les poursuit, bien que le loup soit effrayé. Les slims maîtrisent l'ours, et ils sortent sains et saufs du canyon. Juste au moment où ils informent Yuji, le sol sous ses pieds se fissure, et le dragon de terre apparaît soudainement devant lui. Les filles se cachent immédiatement, mais Yuji décide de combattre le dragon. Il commence par de la magie faible, et aucun élément n'a d'effet sur les écailles épaisses du dragon, qui contre-attaque et lance des rochers sur les filles. Mais Yuji utilise une attaque de projectiles de pierre pour briser ces rochers et les sauver. Alors que le deuxième assaut est sur le point de commencer, Yuji remarque quelque chose lorsque le dragon utilise une attaque de type roulade vers lui. Yuji esquive puis ordonne à toute la slime de tirer des projectiles de pierre sur le dragon. Cela ne fait rien, mais c'était juste un leurre. Et alors que le dragon attaque à nouveau Yuji, il est stoppé par un vent violent qui le projette sur le côté. Alors Yuji utilise son sort, Flamme de l'enfer, et le terrasse. Lorsque les filles ressortent, elles ne trouvent plus que les os du dragon. Elles sont impressionnées, et Tina demande à Yuji comment il a fait cela avant de suggérer qu'il a dû utiliser des minerais inflammables sous les rochers pour faire exploser le dragon terrestre. Ils retournent à la guilde et rapportent qu'ils ont trouvé et vaincu le dragon terrestre. La réceptionniste ne les croit pas jusqu'à ce que le sac à slime de Yuji sorte le crâne du dragon. Puis elle lui demande ce qu'il est arrivé à Ratus, et il est aussi dans le ventre du slime avec d'autres bandits. La récompense pour avoir vaincu un dragon et capturé des bandits est trop importante, et les 3 membres du groupe de Yuji deviennent instantanément millionnaires. Mais cela attire l'attention du chef de la guilde, un homme borgne qui souhaite parler à Yuji. Le chef de la guilde, que nous appellerons le capitaine Patch, organise une réunion de personnes importantes et puissantes de la ville, et le sujet est la manière dont ils peuvent vaincre le dragon bleu. Yuji en a assez de ces réunions, et il pense que cette réunion aurait pu être un email. C'était une blague professionnelle, mais certains d'entre vous sont peut-être trop au chômage pour comprendre. Le capitaine Patch demande à Yuji de décrire le dragon bleu tel qu'il l'a vu de près, et il utilise son talent pour esquisser le dragon à partir de sa mémoire. Le dessin détaillé. L'image choque tout le monde, et le prêtre assis en face de Yuji sort un livre sacré contenant l'image et l'histoire du même dragon. On disait que le dragon était descendu du ciel obscur et avait grandi considérablement, finissant par raser le continent en 3 jours seulement. Il fut vaincu par un émissaire divin possédant le pouvoir des dieux, et le capitaine Cache-œil pense qu'ils ne peuvent trouver un tel guerrier de nos jours. Mais il se souvient qu'il y a 30 ans, il y a eu une éclipse solaire au solstice d'été, et à cette occasion, les prêtres de la grande cathédrale de la capitale ont effectué une cérémonie pour invoquer un guerrier 30 ans plus tard afin de repousser le désastre. La date d'invocation du guerrier était il y a 1 semaine, et Yuji ne leur dit pas qu'il est arrivé dans ce monde à ce moment-là. Le prêtre pense que la cérémonie a dû échouer, et que l'arrivée du dragon pourrait en être une conséquence imprévue. Mais alors le ciel s'assombrit à nouveau, et les slims rapportent à Yuji que le dragon bleu a pris de l'ampleur, ce qu'il annonce lors de la réunion, provoquant la panique générale. Mais le capitaine Cache-œil déclare qu'ils ne peuvent pas fléchir, et que demain à l'aube ils attaqueront le dragon avec tout ce qu'ils possèdent. Yuji ne peut penser qu'à cette bataille au restaurant lorsque Tina et Lisa l'approchent et lui disent qu'elles rejoignent le groupe de chasseurs de dragons pour la grosse prime offerte. Elles sont convaincues qu'avec Yuji, tout se passera bien. En partant, le prêtre de la réunion s'approche de Yuji, se présente comme Steel, de la grande cathédrale de la capitale, et souhaite lui donner quelque chose, l'emmenant à l'église. Il sort une vieille dague, un peu négligée, d'une boîte et explique que Dieu l'a guidé par une prophétie pour la lui apporter. Peu de gens, même parmi les prêtres, connaissent sa puissance ou sa véritable valeur, mais Steel pense que Yuji pourra l'utiliser efficacement. Yuji accepte la dague et apprend qu'elle s'appelle la dague de Kétis, incassable, bénie, et capable de concentrer les capacités magiques de son utilisateur sur la pointe de la lame. Steel lui dit que c'est désormais à lui, car c'est la volonté de Dieu. La nuit, Yuji repense à la bataille de demain et s'interroge sur le nombre de vies qui seront perdues. Le ciel devient à nouveau violet et la limace lui révèle que le dragon absorbe la magie des environs et grandit encore. Yuji se souvient du jour de son évaluation où l'on lui a dit que sa magie était incroyablement puissante, et il pense qu'il pourrait peut-être vaincre le dragon bleu s'il essayait.
Il part immédiatement, accompagné de ses slimes et de son fier loup, pour affronter le dragon bleu. Il ordonne à un seul slime de rester en première ligne pour attaquer le dragon. Son sort, Govan Move Hellfire of the Mass, n'étant pas efficace à cette distance et contre une seule cible, il choisit Hellfire of Décimation et le transfère au slime isolé. Il lance une gigantesque boule de feu qui frappe le dragon bleu, mais cela ne fonctionne pas, malgré la faiblesse du dragon au feu et à la magie sacrée. Cela ne fait que mettre le dragon en colère, qui rugit et rassemble son énergie pour lancer des rayons destructeurs qui attaquent Yuji sans distinction, mais il se protège grâce à un sort de barrière. Le dragon commence à absorber la magie de la forêt et grandit encore, et les slimes demandent à Yuji s'il a d'autres plans. Il ne peut compter que sur la dague de Kétis et décide de s'approcher du dragon bleu pour porter un coup puissant. Il saute en bas de la falaise, mais le dragon les attaque à nouveau et Yuji bloque l'attaque à l'aide de barrières, qui se brisent d'un seul coup. Il atterrit sain et sauf et court vers le dragon, qui se prépare pour une autre attaque puissante, mais Yuji lui lance une slime et lui transfère le sort de barrière pour arrêter l'attaque. Il est maintenant juste sous le dragon et il saute en utilisant des barrières physiques comme tremplin et atteint le niveau du dragon, qui veut l'atteindre avec un autre rayon d'énergie, mais Yuji parvient à l'arrêter en utilisant une boule de feu d'une slime. Puis il charge le dragon et lui transperce un œil, puis détruit son cerveau en concentrant le feu infernal du sort de Miss par la pointe de la dague. Il pense que le dragon est vaincu, mais celui-ci le projette contre les rochers d'un simple coup de queue. Le dragon bleu est grièvement blessé et furieux maintenant, et il se prépare à une attaque déchaînée. Yuji est déjà à court de PM et ses PV ne sont guère meilleurs, et le dragon l'attaque à nouveau. Il dresse des barrières pour arrêter l'attaque, mais elle continue de les briser. Et maintenant notre héros est en difficulté. Il décide d'utiliser un puissant sort divin pour immobiliser le dragon, mais reçoit le message qu'il peut utiliser le sort frappe divine dans les 45 prochaines secondes. Yuji utilise donc d'abord frappe divine et étourdit le dragon avec une gigantesque attaque de foudre, puis il monte sur son loup et se jette sur le dragon, le blessant au cou avant d'utiliser de nouveau le feu infernal. Cette attaque est assez puissante et Yuji repousse le dragon bleu, qui disparaît dans un éclat de lumière, et le ciel et la lune retrouvent leur aspect normal. Mais en rentrant chez lui, Yuji ne remarque pas que l'énergie résiduelle de son combat contre le dragon a un étrange effet sur les environs. Le lendemain matin, le capitaine Kashei réveille Yuji et lui dit qu'il a appris par un prêtre que quelqu'un avait vaincu le dragon bleu. Il est évident qu'il a fait, et le capitaine Kashei lui dit qu'il aurait pu appeler des renforts lorsqu'il est allé combattre le dragon. Plus tard dans la journée, il déjeune avec Tina et Lisa pour parler de la défaite du dragon et du fait qu'elles n'ont pas eu l'occasion de combattre et de gagner la prime. Yurage leur dit qu'il va bientôt dans une autre ville, et il souhaite qu'elle lui recommande quelque chose de bien pour lui. Lisa suggère une ville proche avec d'excellents restaurants, et bien qu'il soit enthousiaste, il veut s'assurer qu'il n'y aura pas de dragon. Yuji part donc pour la ville suivante et laisse une partie de son slime aux filles en cas d'urgence. Mais en chemin, il reçoit un message de Dryad, qui a besoin de le voir. Il se rend sur place, et elle veut simplement lui montrer les champignons qui ont poussé là où il a combattu le dragon, et dit que ces champignons l'aideront à percer les mystères du monde s'il les fume. Dryad explique qu'elle peut faire des potions de sagesse et des potions de restauration de mana de très haute qualité avec ces champignons, et Yuji ordonne à son slime de ramasser tous les champignons de la zone. Elle commence à préparer des potions bleues car elle connaît la recette, mais elle a besoin d'eau très pure pour terminer et Yuji lui apprend comment créer de l'eau distillée. Dryad commence à raconter comment ils se sont rencontrés, lorsqu'elle était dans un état terrible, et qu'il l'a sauvée en partageant une partie de sa magie. Elle lui a dit que quelqu'un avait laissé une pierre magique qui lui avait volé tout son pouvoir et la vie de la forêt. Yuji a dissipé la malédiction de la pierre, puis beaucoup de monstres en sortirent, et il les enferma avant de les réduire en cendres. La Dryade lui fut très reconnaissante, et l'aida en lui donnant les rares fleurs médicinales qu'il remit à la guilde de la première ville. Depuis, elle est devenue son alliée. Maintenant, Yuji lui demande pourquoi la couleur de la potion ressemble à la pierre magique, et la Dryade répond que c'est grâce à la grâce du dragon, le pouvoir laissé par un dragon après sa mort, présent à la fois dans les champignons et dans la pierre. C'était un pouvoir neutre, mais entre de mauvaises mains, il pouvait causer beaucoup de dégâts. La distillation de l'eau est terminée, et la Dryade achève enfin la préparation de la substance bleue. Elle est heureuse et embrasse Yuji avant de lui remettre les potions promises et de retourner chez elle. Il poursuit sa route vers la ville suivante, mais un épais brouillard barre le chemin, et le loup perçoit des odeurs humaines. Ils suivent la senteur et arrivent à un petit village caché dans la forêt, où beaucoup de gens regardent Yuji et son groupe avec des sourires suspects. Le chef du village l'accueille et lui propose de passer la nuit, car il est dangereux de traverser le brouillard tard le soir, mais comme Yuji refuse, il lui demande au moins de les rejoindre pour le dîner.
Le chef lui offre un pain à moitié mangé et du vin, et Yuji réalise qu'il n'a pas faim. Le chef lui demande ensuite comment il est arrivé à leur village, et Yuji répond qu'il allait à la ville suivante, mais qu'il a été détourné par le brouillard. Les gens le regardent, et le chef dit que les habitants ne sont pas habitués aux voyageurs. Yuji prend congé après avoir appris que le village s'appelait Messias, et il a le sentiment que quelque chose d'étrange s'est passé. Il continue son voyage et est sur le point d'atteindre sa destination, mais dès qu'elle est visible, il découvre que la ville est recouverte de neige, et une autre situation étrange l'attend. Il marche vers la ville alors que le temps passe brutalement de l'été à l'hiver, et le froid est plus intense qu'il ne peut le supporter, alors il examine ses compétences et découvre qu'il peut utiliser une barrière d'isolement pour se tenir chaud. Dès qu'il arrive à la porte, Yuji apprend du garde que le temps a soudainement changé il y a 10 jours, et que certaines personnes en sont même mortes. Le garde lui indique même où trouver de la nourriture délicieuse, mais la ville. Aussi vite que mes MP. Yuji trouve le meilleur restaurant de la ville, mais ils sont à court de bois, essayant de se tenir chaud et n'ayant aucun espoir de rouvrir bientôt. Ils ne peuvent même pas récolter du bois en ce moment car cela produirait plus de fumée et moins de chaleur, alors il décide de s'occuper de cela en allant lui-même dans la forêt voisine. Il ne sait même pas quels arbres ils utilisent pour cuisiner, et invoque sa hache de combat et abat tous les arbres à sa portée. Il a transformé les arbres en bûches de bois de chauffage et constate qu'il peut ordonner à la slime d'en absorber l'humidité, et le bois est prêt assez rapidement. Il l'apporte au chef, qui dit que le bois est trop sec et que sa chaleur sera trop forte pour la cuisson, alors Yuji rajoute un peu d'humidité au bois et le transforme en bois de chauffage parfait. Le chef est impressionné par la qualité et fait toute une démonstration à ce sujet avant de se mettre à son travail et de dire qu'il allait préparer quelque chose de spécial avec ça. Yuji lui dit qu'il peut avoir plus de bois s'il le souhaite, et la pile de bûches dans la cuisine est suffisamment importante pour impressionner le chef. Les slims réhydratent le bois de chauffage pour le rendre parfait, et ensuite, le chef prépare le meilleur steak que Yuji n'ait jamais mangé. Entièrement satisfait, il apprend que ce n'était même pas le meilleur plat du restaurant, mais que la ville manquait de bois de chauffage, si bien que le chef avait décidé de préparer quelque chose de rapide. Yuji souhaite goûter au meilleur plat, il se rend donc à la guilde où toutes les quêtes concernent la collecte de bois, et la réceptionniste l'envoie à la porte et pour rencontrer Watka, le responsable de la collecte de bois. Watka est un homme qui a dédié sa vie à l'exploitation forestière car il n'apprécie pas les jeunes qui parlent de protection de l'environnement, et il explique qu'ils n'ont pas pu fournir assez de bois à la ville même avec l'aide des villages voisins. Yuji lui demande si le village de Messia les aide également, mais Watka répond qu'il est désert depuis longtemps. C'est étrange, mais Yuji décide de se concentrer sur la coupe du bois, et alors qu'il abat des dizaines d'arbres d'un seul coup, il étonne Watka et tous les autres bûcherons. Il demande ensuite la taille standard requise par la guilde, et Watka ne peut que hocher la tête tandis que Yuji termine le travail en quelques secondes. Il sèche ensuite, avec l'aide de sa slime et se prépare à couper davantage de bois. Il ramène le bois à la guilde, où la réceptionniste est impressionnée par ses compétences. Yuji apprend d'elle l'existence d'un dresseur de monstres légendaire qui utilisait lui aussi une slime pour transporter des objets. Il décide d'en parler à Steel lors de leur prochaine rencontre, mais pour l'instant, il doit déposer tout le bois qu'il a récolté après avoir travaillé dans la forêt voisine. Cela ne suffira qu'à la ville pour 3 jours, aussi Yuji travaille dans les forêts environnantes et abat tous les arbres à sa portée, rendant Watka heureux et jaloux à la fois. Le lendemain, il retourne au restaurant pour leur célèbre ragoût, et une explosion de saveurs envahit sa bouche, récompensant largement son dur travail de la veille. Mais le chef lui précise que ce n'était pas son meilleur travail, car la source de leurs herbes est endommagée par des monstres qui consomment les meilleurs spécimens. Yuji demande simplement quel type de monstre il s'agit avant de se rendre aux fermes d'herbes aromatiques, et il divise sa slime en 2 équipes pour protéger les champs et chasser les monstres. Une équipe de recherche et de neutralisation trouve le monstre qui détruit les champs, un sanglier géant, qui ressemble à un tricératops. Yuji envoie sa magie de boule de feu aux slims et ils font rôtir le cochon plus que vous ne pourriez rôtir vos amis, puis ils poursuivent tous les monstres de la zone. Mais ensuite, les slims trouvent un étrange cristal rond, et même la dryade n'en a aucune idée. Yuji le touche pour en savoir plus, et commence à absorber sa puissance, il en conclut donc que cela doit être la grâce du dragon. La dryade pense que c'est possible car il absorbait trop de magie de la zone et l'avait rendue si froide. De plus, elle peut dire qu'il est artificiel car il libère de la magie humaine. Yuji décide de purifier la pierre avec son sort de dispersion, et elle se transforme en roche. Bendy ordonne à d'autres slims de se disperser et de trouver d'autres cristaux magiques comme celui-ci, et toute la zone en est remplie, et en utilisant une carte, ils découvrent qu'ils ont été placés en forme de cercle parfait. Yuji suit son instinct et va au centre du cercle, où, même si tout semble normal, il a le sentiment que quelque chose est caché ici.
Il dit donc au Slim de reculer, et dit à Dryad de fermer les yeux car elle ne va pas apprécier de le voir détruire une forêt. Mais elle répond qu'il valait mieux détruire une petite partie de la forêt plutôt que de laisser la magie étrange détruire tout l'écosystème. Sur ce, Yuji détruit toute la zone avec un feu infernal, et au centre du cratère formé par son attaque, se trouve une entrée menant à un lieu secret. Il décide d'y entrer et d'éliminer la source de ce mal car il ne veut pas manquer les délicieux plats de la ville. Yuji enfonce la porte et découvre un puits artificiel très profond qui le conduit à un donjon souterrain. Il demande à Dryad et au fier loup de retourner en arrière pendant que les Slim explorent les environs et découvrent un laboratoire de haute technologie à proximité. Yuji se demande si cette technologie est vraiment issue de ce monde, mais les Slim trouvent ensuite quelque chose de plus intéressant. Des pierres magiques rouges qui absorbent la magie étaient fabriquées dans cette installation, et soudain, des ouvriers accourent dans le laboratoire, annonçant que le lot actuel était un échec, et courent prévenir leur supérieur, Jarvis. Yuji décide de trouver ce scientifique nommé Ravier et ses projets en laissant les Slim explorer discrètement les ruines. Qui saute prudemment autour du lieu. Il utilise donc la compétence de furtivité du monstre pour les maintenir cachés et les laisse chercher d'autres indices. Il retourne dans la forêt lorsque deux de ses Slim lui apprennent qu'ils ont trouvé les deux chercheurs avant d'entrer dans une pièce. Les Slim se faufilent par la petite ouverture de la porte et arrivent à une porte en fer qui ne peut être soulevée qu'en tirant simultanément sur deux leviers. Sur ordre de Yuji, les Slim ouvrent la porte et y entrent pour chercher d'autres indices jusqu'à ce qu'ils arrivent à une pièce avec une échelle et la montent. Yuji les suivait en surface et l'endroit où les Slim sortent du donjon est le village de Messias. Les Slim trouvent les deux hommes faisant leur rapport à Ravier, l'homme qui se faisait passer pour le chef du village mais qui était un membre de la secte Lune Bleue du Salut. Et ils utilisaient le village abandonné comme base pour créer des pierres magiques. Il s'avère que la grosse explosion de l'attaque précédente de Yuji a endommagé leur machine et ils ne peuvent plus créer de pierres magiques. Ravier panique et constitue une équipe pour récupérer les cristaux de minerais maudits dans la forêt et leur ordonne d'éliminer tous les témoins car il n'a plus besoin de ce village. Yuji pense que la situation dégénère et, avant que la secte maléfique ne puisse agir, il ordonne à ses Slim d'encercler le village en restant à une certaine distance. L'étape suivante consiste à rechercher les habitants du village n'appartenant pas à la secte et à explorer la zone, mais il n'y a personne de ce type. Les Slim découvrent une bibliothèque et Yuji leur demande d'apporter tous les livres et documents. Les Slim les absorbent. Les terroristes envoyés pour récupérer les minerais maudits tombent sur les Slim et se retrouvent pris au piège dans le filet magique. Mais au lieu d'être capturés, ils mettent fin à leur jour. Yuji s'en moque et ordonne aux Slim de poursuivre le plan. Puis, quelques Slim lui rapportent avoir trouvé une porte très solide qu'ils n'arrivent pas à ouvrir. Il n'y a pas de levier, mais Yuji remarque des circuits sous les 5 bougies et ordonne à ses Slim de se placer devant elles, avant de souffler toutes les bougies en même temps. La porte s'ouvre et à l'intérieur se trouve un trésor, ainsi que le squelette d'un humain autrefois désigné comme gardien, mais dont on avait oublié l'existence. Au moment où un membre de la secte rentre dans la pièce, elle est choquée de trouver la porte secrète ouverte et le trésor ainsi que leurs documents de recherche disparus. Elle le signale à Ravier et leur contact avec l'équipe de reconnaissance a également été rompu. Les cultistes sont maintenant sûrs qu'une personne très puissante est derrière tout cela, mais l'un d'eux se demande pourquoi il ne les a pas encore tués. Ravier pense que c'est parce que l'assaillant connaît la flamme purificatrice qui s'activerait si tous étaient éliminés, et qui brûlerait toute la zone. Yuji est reconnaissant de cette information car il s'apprêtait à les anéantir tous, mais il semble que cette connaissance ne changera rien. Ravier est déterminé à vaincre l'assaillant à tout prix, et sur son ordre, tous les membres de la secte se sacrifient pour activer la flamme purificatrice, un réacteur nucléaire qui ressemble à celui qu'ils ont volé à Rick et Morty. Le réacteur s'effondre et de fortes secousses frappent le village. Yuji demande à ses Slim inquiets de se rassembler, puis les place dans une sphère de protection avant de les envoyer dans le ciel. Après cela, il place 3 barrières différentes autour du village, et dès que ses Slim atterrir réussit, la terre à l'intérieur de la barrière se fissure et une flamme vert foncé jaillit. Elle est trop puissante pour les barrières, et Yuji commence à envisager son plan B, mais comme il n'a pas de barrière assez résistante dans ses compétences, il décide d'en créer une. Il combine la magie de dispersion des malédictions et la magie de glace pour créer un nouveau sort nommé « dispositif d'isolement total » et enferme la flamme purificatrice dans une sphère parfaite, ce qui l'arrête efficacement, mais cela consomme beaucoup de mana et le PM de Yuji est largement en déficit. Alors que la flamme purificatrice pousse contre le dispositif d'isolement et que les PV de Yuji diminuent pour compenser son PM négatif, il ne peut qu'espérer s'en sortir. Finalement, la flamme purificatrice jaillit du sommet de la barrière et se dissipe en une seconde, et Yuji a heureusement encore quelques PV.
Aussitôt après, le loup peureux et fier sort de sa cachette et Yuji dit qu'il n'y aura pas de dîner pour les fainéants. Lorsqu'il retourne au village, tout le monde s'inquiète pour lui car il a disparu après être parti chasser les sangliers. Et il raconte qu'il a manqué 2 énormes explosions qui ressemblaient à des chutes de météorites. Mais grâce à cela, la neige a enfin commencé à fondre, et bientôt le temps dans la ville est revenu à la normale. Les habitants organisent une fête de bienvenue, au sens propre du terme, et Yuji est l'invité d'honneur pour leur avoir fourni tant de bois nécessaire. Aussi, depuis qu'il a vaincu le monstre sanglier, le chat a préparé le meilleur ragoût avec les meilleurs ingrédients et Yuji atteint à nouveau l'illumination en une seule bouchée, et s'effondre avec le sourire. Il se réveille dans sa chambre en repensant encore à ce repas, puis décide de consulter les documents qu'il a obtenus de Messias. Dès qu'il ouvre le premier rouleau, toutes les informations disparaissent à cause d'une magie anti-piratage. Cela continue jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul document avec du texte, contenant les noms des personnes que le culte de la Lune Bleue recherchait. Et Yuji est choqué de découvrir que le dernier nom sur ce document est le sien. Un groupe d'assassins le traque, parmi lesquels une femme en armure peu couvrante et un homme masqué impatient d'affronter leur dernière cible. La femme dit à son complice qu'il ne rien faire à moins qu'elle ne confirme que Yuji est une menace, et une fois qu'elle l'aura confirmé, elle prendra son temps pour le faire souffrir jusqu'à ce qu'il succombe. Pendant qu'ils discutent, l'assassin masqué le trouve marchant dans la forêt grâce à ses yeux qui ont un meilleur zoom qu'une caméra d'iPhone. Yuji a quitté la ville gastronomique dès qu'il a appris que les assassins de la secte étaient à ses trousses, et sur les conseils de la réceptionniste de la guilde, il se dirigeait vers une autre ville réputée pour ses armures de monstres, parfaite pour un dompteur comme lui. Les Slims sont également enthousiastes à l'idée d'aller dans cette nouvelle ville car ils y gagneront une puissance considérable, mais un slime prévient Yuji qu'ils sont surveillés. Yuji l'a déjà remarqué, et avant que les assassins ne le trouvent, il les espionnait déjà à l'aide d'un slime espion caché. Il se rapproche de lui, et l'assassin masqué utilise ses yeux magiques pour constater que leur cible dort paisiblement au milieu de la forêt. Il veut le tuer immédiatement, mais la femme aux cheveux roux préfère une approche prudente. Elle met en garde son partenaire enthousiaste de ne tenter quelque chose de risqué que s'il désire mourir, et après un long moment d'observation, Yuji conclut qu'il n'était qu'un dompteur ordinaire. Mais la femme souhaite l'observer toute la journée avant de tirer une conclusion. Yuji peut entendre leur conversation et confirmer qu'ils sont bien des assassins envoyés par la secte de la Lune Bleue. Il veut s'occuper d'eux immédiatement, mais s'il s'enfuit, cela augmentera considérablement la prime sur sa tête, ce qu'il souhaite éviter. Il se rend donc dans la ville suivante comme prévu et se dirige vers l'atelier du célèbre forgeron. Les assassins le surveillent examiner le prix de certains articles, qui semblent hors de sa portée. Découragé, il quitte la boutique après avoir été gentiment invité à partir. Il croise ensuite un homme et s'excuse abondamment, puis se rend à un stand de fruits, feignant d'être très pauvre. Les assassins sont un peu déçus de constater que leur cible est encore plus modeste qu'ils ne le pensaient. L'homme masqué est convaincu de son inutilité, mais la femme rousse a besoin d'une preuve supplémentaire. Pour ce dernier acte, Yuji accepte une mission de chasse de monstres de bas niveau. Les assassins l'observent, et il décide de combattre comme le feraient habituellement les dompteurs, utilisant son fier loup pour affronter 3 taureaux plus grands. Plus que sa taille, le loup est effrayé, et il vainc le premier taureau par instinct uniquement. Encouragé par les Slims, le fier loup réalise qu'il est toujours aussi fort. Yuji se souvient que le loup était assez agressif lors de leur première rencontre et avait tenté de l'attaquer, mais il avait été pris au piège dans le filet magique. Dès sa capture, le loup avait perdu toute son agressivité, s'était mis à pleurer et à supplier Yuji de ne pas le tuer, finissant par être apprivoisé par lui. Maintenant que le fier loup a reconnu sa puissance, il abat les 2 monstres restants avec aisance, et les assassins pensent que Yuji est meilleur qu'il n'en a l'air. Cela va à l'encontre de son plan, alors il utilise de la magie de soin sur les monstres et les fait se relever. Et il charge de nouveau le loup, qui les met à terre une fois de plus. Yuji continue ainsi jusqu'à ce que les assassins changent d'avis, mais le fier loup est toujours déterminé à les vaincre. Il n'a donc pas d'autre choix que de renforcer les taureaux qui poursuivent son animal. Ils sont assez forts et maintenant Yuji veut aussi donner un coup de pouce au fier loup, mais c'est la première fois qu'il montre sa fierté et dit qu'il finira cela seul. Il abat les taureaux et, maintenant, les assassins sont convaincus que ni Yuji ni ses créatures ne présentaient de danger particulier. Mais l'un des taureaux a encore de l'énergie et il fonce sur notre héros, qui invoque instinctivement une épée et le maîtrise, révélant ainsi sa véritable nature. Les assassins sont déconcertés par son action, mais après quelques minutes de tension, ils concluent que Yuji n'était qu'un dompteur ordinaire et décident de retourner faire leur rapport à leur supérieur. Soulagés, ils rappellent Salimas qui les suivait. Ils parlent encore et leur prochaine cible est un prêtre nommé Style.
Pendant qu'ils rendent compte de leur découverte à leur chef, et que celui-ci leur ordonne d'enquêter sur ceux qui s'en prenaient à Messias, Yuji les écoute. Le chef leur demande aussi d'enquêter sur leur prochaine cible avant de la neutraliser, et les assassins commencent à planifier comment éliminer Steel. Yuji juge qu'ils sont trop dangereux pour être laissés en liberté. Il ordonne à sa limace d'utiliser de la magie de glace pour les immobiliser. Ils réagissent trop tard et se retrouvent figés comme des glaçons. Ils se demandent alors pourquoi la secte de la Lune Bleue s'intéressait au prêtre Steel et comment leur chef le connaissait. Le lendemain, il retourne à la boutique d'armure et l'artisan lui dit de s'en aller, mais Yuji répond qu'il a apporté des fonds cette fois. Il veut faire fabriquer des armures pour ses slims et l'artisan lui dit que son maître Gigal est un grand forgeron et qu'il ne fabriquera rien pour les slims de Lily. Mais Gigal s'énerve et dit à son apprenti que seul lui pouvait prendre les décisions ici. Il salue Yuji puis observe le slime pendant 1 minute avant de réprimander son apprenti, disant qu'il était sur le point de renvoyer leurs clients les plus importants. Yuji est étonné de sa capacité d'évaluation et Gigal dit qu'il n'a pas d'armure pour de si puissants monstres pour le moment. Il devra les forger de toutes pièces, mais un seul problème se pose. Gigal explique qu'il n'a pas le matériau nécessaire pour forger une armure résistante pour les slims et le fier loup. L'apprenti est choqué que les slims soient si forts, son maître répond que le dresseur et les monstres forment un ensemble et que c'était l'ensemble le plus puissant qu'il ait jamais vu. Yuji pense que sans les matériaux nécessaires, obtenir une armure ne serait pas possible. Mais Gigal lui montre le matériau exact dont il a besoin. Il lui montre une chose nacrée appelée le joyau du petit dragon de feu, la meilleure matière première disponible sur le marché, obtenue en terrassant un petit dragon de feu. Mais même un matériau aussi résistant ne pourrait contenir les pouvoirs de la slime, et Gigal dit à Yuji que s'il arrive à vaincre les rares petits dragons de feu bleu, leur joyau pourrait être assez solide. Yuji lui demande s'il y a de tels dragons dans le volcan et apprend qu'il y a beaucoup de petits dragons de feu là-bas, et qu'un bleu pourrait aussi s'y trouver, mais ni les trouver ni les vaincre ne sera facile, car ils sont plus forts que les autres. Yuji part à leur recherche, mais avant cela, il demande à Gigal s'il y a aussi des dragons de feu normaux ici. Celui-ci répond qu'il y a des dragons normaux, mais que personne ne les a vaincus depuis un siècle. Il conseille donc à Yuji de se concentrer sur les petits dragons. Il se rend donc à la guilde des aventuriers et accepte toutes les quêtes concernant les dragons de feu, et la réceptionniste est choquée. Yuji dit qu'il va les vaincre grâce à la magie, mais elle lui explique que la magie est inefficace contre les dragons de feu mineurs car ils sont protégés par leurs joyaux. Elle ajoute cependant que les dragons sont très vulnérables à l'eau, et Yuji répond que la magie de l'eau est sa spécialité. Sur le chemin du volcan, il devra traverser une rivière infestée de piranhas voraces, et il accepte également cette tâche. Yuji se rend au bord de la rivière et ses slims indiquent qu'ils demanderont l'itinéraire à quelqu'un qui connaît le chemin. Il trouve un slime rouge adapté au feu. Yuji l'apprivoise et le slime lui dit que le volcan est aujourd'hui accessible. Il essaie ensuite de se renseigner sur les piranhas de la rivière, mais les slims ne voient rien à travers le courant, et ne savent pas nager. Yuji crée alors un nouveau sort, filet de slime, et les envoie flotter dans la rivière. Les slims découvrent un trou profond au fond de la rivière et 2 d'entre eux y pénètrent pour explorer, mais ils en ressortent ensuite sous la forme d'une pyramide géante qui les poursuit. Elle se prend au filet de slime et Yuji la retire et la fige avec de la magie de glace, mais elle brise sa prison de glace et l'attaque, et Yuji esquive l'attaque avant, lançant une boule de feu à travers sa masse visqueuse, ce qui suffit à régler le problème. Yuji et son groupe poursuivent leur route vers le volcan et il a maintenant sous ses ordres de nombreuses créatures de feu visqueuses. Pendant que les nouvelles et les anciennes créatures visqueuses discutent entre elles, elles atteignent le sommet du volcan et ne réalisent même pas la présence de dragons devant elles avant que Yuji ne les prévienne. Elles paniquent et même lorsqu'il leur demande de se mettre au travail, les créatures visqueuses tremblent de peur en racontant que leur mère leur a dit à quel point les dragons de feu étaient effrayants. Yuji n'a d'autre choix que d'affronter les dragons seuls et il teste l'efficacité de l'eau contre eux. Il utilise un léger canon à eau sur le premier petit dragon qu'il trouve et celui-ci meurt sur le coup. Son corps libère beaucoup de vapeur en se désintégrant et le joyau apparaît. Yuji le prend comme récompense. Ensuite, les créatures visqueuses entourent le dragon mort et soudainement, elles ne sont plus effrayées et sont déterminées à combattre les dragons. Elles se précipitent devant lui et Yuji partage sa magie de canon à eau avec elles pour abattre tous les dragons. Alors qu'il pense que les dragons de feu sont trop faibles contre l'eau, ces créatures visqueuses l'informent qu'elles ont trouvé un dragon bleu. Il est plus grand que le dragon bleu normaux, il a l'air beaucoup plus fort. Yuji ordonne à ses slims de l'encercler, puis utilise un canon à eau à travers eux. Le dragon reçoit une bonne douche, mais cela ne suffit pas à le vaincre, et il commence à se diriger vers les slims. Yuji pense que l'eau seule ne suffira pas, il utilise donc de la magie de glace pour le geler, mais le dragon le traverse également.
Il ordonne à ses slimes de se rassembler et utilise la magie de gel avec 10 fois plus de puissance, pensant que cela réussira à vaincre le dragon. Le dragon traverse cela aussi, puis s'effondre. Yuji a gagné la bataille et le joyau tombe du corps du dragon. Il pense qu'il va maintenant faire fabriquer l'armure, et après cela, il décide de rassembler les dragons de feu restants et de passer la journée entière à les éliminer. Il revient la nuit après avoir tué plus de 200 dragons de feu, et la réceptionniste n'arrive pas à y croire. Mais elle est encore plus surprise que le piranha soit au fond de la rivière au lieu de la surface, et elle envoie une équipe d'enquête d'urgence pour déterminer la cause de ce comportement étrange. Ensuite, Yuji va à Geval lui donne non une, mais 2 pierres bleues de moindre valeur, en plus des 200 pierres de moindre valeur de dragon de feu habituels. Le forgeron est impressionné par la qualité des pierres et commence à travailler à la création d'une armure de qualité pour le dresseur le plus puissant du monde. En quelques jours, il a créé un collier imprégné de la pierre bleue pour le fierloup et un chapeau pour la limace. Geval dit que c'est son meilleur travail à ce jour et demande à Yuji de l'essayer. Le fierloup court comme le vent et se sent aussi léger qu'une plume, et la limace est aussi beaucoup plus rapide. Yuji veut tester le fonctionnement du nouvel équipement avec des améliorations magiques et ajoute des bonus de mobilité, d'endurance et de défense à ses familiers. Ils deviennent 10 fois plus rapides qu'avant. Il est satisfait de ce test, mais Geval souhaite qu'il essaie aussi ses attaques. Yuji utilise le sort de givre à distance par l'intermédiaire de la limace. Au lieu d'un impact moyen, il obtient un impact extra large et les 2 armuriers sont stupéfaits. Mais cette attaque a beaucoup endommagé l'équipement, et Geval dit à Yuji que cela casserait s'il utilisait des sorts plus puissants. Il suggère ensuite que ceci était le mieux qu'il pouvait faire avec le matériel qu'il avait apporté et que s'il pouvait lui apporter un joyau de dragon de feu ordinaire, il pourrait faire des merveilles. Mais Geval est sûr que personne ne peut vaincre les dragons de feu ordinaires car il vivait dans le magma du volcan et ne montrait qu'occasionnellement sa tête à la surface. Yuji est dans sa chambre, il réfléchit à ce que Geval lui a dit et se demande ce qui arriverait au volcan si le dragon de feu sortait de la réserve de magma. Mais ensuite ses slimes lui disent que les dragons inférieurs devenaient fous et il reconnaît que c'est la même chose qui s'est passée dans la première ville. Il envoie immédiatement un loup fier et quelques slimes pour vérifier s'il y a des individus suspects au volcan car il a un mauvais pressentiment, et ils aperçoivent rapidement 2 personnes qui grimpent. Soudain, un bruit d'explosion secoue sa chambre et Yuji sort pour constater que le volcan est entré en éruption et qu'un dragon de feu, ressemblant à Godzilla, se tient au sommet. L'énorme dragon de feu rugit furieusement et Yuji contacte immédiatement ses animaux de compagnie pour leur demander s'ils vont bien. Heureusement, ils vont bien, mais la vue du dragon géant, de si près, terrifie le fier loup tandis que la limace pense qu'il serait assez fort. Yuji leur demande de surveiller et de le prévenir si quelque chose semble dangereux, puis il voit que les 2 hommes se dirigent vers le dragon de feu avec des tonneaux sur le dos. Yuji envoie une de ses limaces furtives avec eux et les entend parler de cibler le dragon de feu. Ils sont assez confiants de pouvoir abattre le dragon avec seulement quelques tonneaux d'eau car des gens à Ordarion leur avaient dit que ce serait une tâche facile, et Yuji se demande si c'était une autre ville. Il ne veut pas qu'ils aggravent les choses et lance un filet magique par l'intermédiaire de sa limace, mais les 2 hommes sont assez habiles pour l'esquiver, et ils réalisent qu'ils sont des professionnels. Ils doutent qu'un lanceur de sorts soit à proximité, mais comme la limace est très bien cachée, ils ne trouvent rien. Yuji dit qu'ils vont essayer par l'arrière cette fois, et c'est quelque chose que tu peux dire à ta copine si elle existe en réalité. Il lance à nouveau le filet magique, mais les 2 chasseurs attendaient cela, et l'un d'eux saute derrière la limace et l'attaque avec son poignard. Yuji pense qu'ils étaient astucieux, mais il avait une longueur d'avance et disposait d'une autre créature visqueuse pour les piéger à l'aide de son filet magique. La créature visqueuse poignardée va bien, elle a juste été surprise, et les 2 chasseurs se demandent ce qui se passe. Entourés par la créature visqueuse, ils comprennent que c'est l'apprivoiseur qui a été rayé de leur liste, car les autres assassins n'y voyaient aucune menace. Mais ensuite, les 2 hommes suivent leur rituel habituel et, après avoir prononcé leur devise, ils mordent dans une fiole de poison cachée dans leur bouche et s'effondrent. Yuji demande à sa créature visqueuse d'examiner les barils et il découvre quelque chose ressemblant à des pierres magiques maudites. Il décide de faire appel à une experte et plante un petit arbrisseau près du volcan pour appeler la dryade. Elle explique que les barils contenaient de l'eau maudite, moins puissante que les pierres magiques et incapable de vaincre le dragon, mais suffisamment pour le mettre en colère et le pousser à détruire tout sur son passage. Yuji le pensait aussi et il purifie immédiatement l'eau, éliminant ainsi un danger. La dryade estime avoir accompli sa tâche et retourne dans sa forêt par l'intermédiaire de la plante, et Yuji ordonne à sa créature visqueuse de maintenir la surveillance sur la situation. Il trouve un groupe de jeunes dragons cracheurs de feu agités,
puis soudainement le gérant de l'auberge frappe à la porte de Yuji pour lui demander d'évacuer car il pourrait pleuvoir à tout moment. Tout le monde fuit la ville alors qu'il commence à pleuvoir, ce qui irrite encore plus le dragon cracheur de feu. Yuji l'observe de loin et réfléchit aux paroles du gérant. Le dragon cracheur de feu ne s'était réveillé par temps de pluie qu'une seule fois, et ce n'avait pas été une expérience agréable car, enragé par la pluie, le dragon avait incendié leur ville. Il semble qu'un événement similaire soit sur le point de se reproduire, car le dragon commence à sortir du volcan et le loup fier et les slimes prennent la fuite. Le dragon atteint la ville et fixe du regard Yuji qui observe les habitants paniqués quittant leur maison, sur le point d'être détruite, et il pense qu'il doit arrêter le dragon cracheur de feu à tout prix. 2 rivières séparent le dragon de la ville, et Yuji demande au loup fier de vérifier s'il s'arrête à la première rivière. Les pas du dragon transforment le sol en lave et, à cause de sa chaleur, l'eau de la rivière commence à s'évaporer. Alors que le dragon arrive à la rivière, Yuji attend qu'il s'arrête, mais au lieu de cela, le dragon entre dans la rivière et pousse un cri de douleur. La rivière s'assèche, les poissons sont morts et cuits, et la limace bénéficie d'un bain de vapeur inattendu. Yuji pense qu'une dizaine de litres d'eau aurait suffi à vaincre un dragon de feu moins puissant, mais le véritable dragon n'est même pas affecté après avoir asséché toute une rivière. Comme il s'approche de la 2e rivière, Yuji renonce à attendre qu'il s'arrête et ordonne à ses compagnons de se préparer à une grande bataille. La limace et le loup attendent également ses ordres, ce dernier les transporte rapidement à travers la rivière et se place face au dragon. Yuji utilise le sort de gelée à moyenne puissance sur le dragon, mais cela ne recouvre qu'une de ses pattes, tout en gelant le sol sous eux. Le dragon se libère facilement, et Yuji ordonne à la limace de sauter et d'utiliser le sort de gelée sur le visage du dragon. Même cela ne cause aucun dégât, et maintenant le dragon est suffisamment furieux pour utiliser son souffle de feu. Yuji riposte en utilisant un sort de gelée à distance avec 20 slimes, tout en cherchant une attaque plus puissante pour vaincre le dragon. Il ne voit pas l'intérêt de prolonger le combat et ordonne au loup fier de reculer tandis que le dragon atteint la 2e rivière, gémit en y pénétrant et la traverse. Les slimes craignent que la ville ne soit détruite si le dragon ne s'arrête pas, mais Yuji leur assure qu'ils ont gagné assez de temps. C'est le moment précis qu'il attendait et il demande à l'un de ses slimes de lever la barrière qu'il maintenait. Cette barrière, agissant comme un barrage pour retenir le cours d'eau à sa source, est libérée avec assez de force pour emporter le dragon. Yuji avait installé cette barrière au cas où le dragon traverserait la première rivière, et grâce au slim ayant retardé le dragon, il a pu accumuler assez d'eau pour cette attaque. Le loup fier va vérifier si le dragon est vaincu et, le voyant immobile, pense qu'ils ont gagné, mais le dragon se relève soudainement et manque de les brûler avec son souffle de feu. Yuji le protège en dressant une barrière au dernier moment. Il ordonne au loup et aux autres de partir, et le dragon furieux lance son attaque la plus puissante à ce jour. Yuji pense que cette attaque pourrait détruire toute la ville d'un seul coup, il décide donc d'utiliser le plus puissant sort de glace de son arsenal. Utilisant la limace et l'équipement puissant, il lance le sort « Malédiction de Pergélisol » qui entre en collision avec le souffle de feu du dragon. Ils sont à égalité pendant un moment, puis le sort de Yuji prend le dessus et fige le dragon ainsi que les environs. Lorsque la glace se fissure cette fois, elle s'effrite sans laisser la moindre trace du dragon de feu, seul son joyau reste dans la pile de neige. Yuji se sent faible après avoir utilisé un sort aussi puissant, et en plus du joyau, les limaces trouvent une autre chose étrange dans les décombres. Plus tard, il retourne chez Jiggle et lui annonce avoir obtenu un joyau rare. Il montre le joyau du dragon de feu au maître armurier et à son élève. Ils sont stupéfaits, et il leur demande de garder le secret. Jiggle accepte, promettant de construire l'objet le plus extraordinaire que Yuji ait jamais vu en utilisant ce joyau. Yuji se rend ensuite chez la guilde et interroge la réceptionniste au sujet d'Ordarion, apprenant que c'était une ville ayant mauvaise réputation, car elle privilégiait sa confidentialité par-dessus tout et se montrait hostile aux autres régions et aux visiteurs. Ensuite, Yuji sort l'autre objet trouvé dans les décombres et le montre à la réceptionniste. Elle lui répond qu'il s'agit d'une des machines à rayons artificiels de la guilde. Chaque guilde en possédait une, mais le nom de la ville inscrit sur celle-ci était rayé, et Yuji pense que cela doit avoir un lien avec la ville d'Ordarion. Quelques jours plus tard, Jiggle termine l'équipement pour le slime de Yuji, déclarant qu'il est au minimum de grade légendaire. Après des adieux courtois, le dresseur quitte la ville sans même révéler son nom, et le maître forgeron retourne à son travail. Yuji se rend ensuite à Ordarion et, comme l'avait dit la réceptionniste de la ville précédente, les habitants se montrent assez hostiles et le fixent. Il fait semblant d'examiner les quêtes affichées à la guilde des aventuriers, mais n'en choisit aucune. 2 hommes entrent alors dans le bâtiment pour discuter de lui.
Yuji utilise son slime pour les espionner et apprend qu'ils appartiennent à la secte de la Lune Bleue et parle de sa présence. Liste d'assassinats mais a été rayée par les assassins. Le bureau dit qu'il ne fait pas confiance aux assassins et veut éliminer le dompteur au plus vite, mais son partenaire Mustacho dit que ce ne serait pas sage et qu'il risque de se faire démasquer. Ils parlent de leur récente défaite, quelqu'un ayant maîtrisé le dragon de feu malgré tous leurs efforts pour l'exciter, et veulent en informer leur maître Walter. Alors que Yuji réfléchit à tout cela, le prêtre Steel et son jeune disciple s'approchent et l'emmènent à l'église où ils veulent lui dire quelque chose d'important. Steel dit qu'une nouvelle révélation l'a conduit ici, qu'il attendait Yuji et que même si la guilde était sous le contrôle de la Lune Bleue, ils étaient en sécurité dans l'église. Il dit au prêtre qu'il figurait sur leur liste noire, mais qu'il sait tout et décide de lui raconter son passé avec un homme nommé Walter. Steel faisait autrefois partie d'une organisation religieuse appelée l'Église de la Lune Bleue et était un assez gros bras dans sa jeunesse. Ils ont gagné des adeptes parmi les personnes marginalisées par la société, et c'est ainsi que Walter les a rejoints et est rapidement devenu son bras droit. Il feignait la dévotion, mais il nourrissait de grandes ambitions et devait éliminer Steel pour les réaliser. Un jour, le prêtre reçut une révélation divine lui demandant de détruire l'église de la Lune Bleue, mais il ne put abandonner ses compagnons et ne suivit pas cette injonction. Quelques jours plus tard, l'église fut attaquée par une foule en colère menée par Walter, et tous ceux qui étaient au pouvoir, sauf Steel, périrent. Walter prit le contrôle de l'église, la transforma en secte extrémiste par sa propagande, endoctrina ses disciples à ses principes extrêmes et déclara qu'il purifierait le monde. C'est ce que Steel est venu raconter à Yuji, car il se sent responsable de ce désastre. De plus, il a récemment reçu une autre révélation lui parlant d'une lumière corrompue semant le chaos et lui ordonnant de guider l'émissaire divin pour qu'il recouvre sa grâce. Puisque Yuji pouvait manier le poignard de Kétis, il était apte à être le représentant de Dieu et le héros du monde, et il devrait affronter Walter un jour. Mais Steel a omis une partie cruciale de la révélation, celle qui disait que la mort du guide déclencherait une nouvelle ère, et il craint que Yuji hésite s'il connaissait cette information. Yuji, au lit, repense à l'histoire. Il se dit que Steel l'a peut-être poussé vers ce rôle de guerrier divin, en évoquant des légendes. À ce propos, il se souvient de ce que la réceptionniste lui avait dit sur le légendaire dompteur, et décide d'interroger le prêtre demain. Steel n'est pas à l'église. Yuji demande alors à ses slims s'ils l'ont vu quitter la ville. Une paire de slims a vu deux prêtres pénétrer profondément dans la forêt tôt le matin. Yuji leur ordonne de suivre les prêtres. Steel et son assistant découvrent une barrière obscure devant eux. Il la purifie grâce à sa magie divine pour la franchir et atteindre le quartier général du culte de la Lune Bleue, semblable à la demeure du boss final dans un jeu vidéo. Yuji suit leurs traces jusqu'à la grotte, protégée par la même barrière sombre. Les slims sont effrayés, mais ils dissipent la barrière maudite et entrent rapidement dans la grotte où ils trouvent un groupe d'individus maîtrisés. Quelques minutes avant son arrivée, Steel et son disciple ont pénétré dans la grotte et se retrouvent maintenant entourés de gardes armés. Le prêtre se souvient de ses jours de gloire et renforce son corps. Avec de la magie avant de maîtriser les gardes grâce aux arts martiaux. Il se rend ensuite dans le bureau du chef où Walter et ses hommes l'attendent. Là aussi, il fait preuve de son talent au combat et neutralise tous les subalternes. Mais alors qu'il discute avec Walter du destin qui l'attend, son assistant le trahit en le maîtrisant. Il faisait partie du culte de la Lune Bleue depuis le début et a conduit Steel ici, espérant attirer le héros avec lui. Le prêtre n'avait donné à Yuji le poignard que pour combattre le dragon bleu, mais il a tout fait par lui-même et a affronté de nombreux sbires du culte, ce qui en a fait son ennemi. Walter dit que tout cela est désormais inutile car leur plan est déjà passé à la phase finale et, grâce à l'aide de leur dieu et d'un nouveau moyen d'accéder à ses pouvoirs, ils changeront le monde à leur guise. Alors que Walter prononce son discours de méchant traditionnel, Steel dit que Yuji viendra certainement et que si sa mort doit le motiver à sauver le monde, il est prêt à mourir. Walter exauce son souhait et utilise une magie arcanique pour libérer la malédiction sur tous ces sbires qui se transforment en monstres ghouls dépourvus d'intelligence, et Steel est horrifié. À quel point il pouvait être cruel. Mais le vil homme rit et alors que le prêtre va mourir aux mains de son ancien assistant, Yuji fait irruption dans la pièce avec un grand fracas. Il a vaincu toutes les créatures monstrueuses sur son passage et bien qu'il veuille poser une question au prêtre, il voit que ce n'est pas le moment. Johan détourne immédiatement son attention vers la plus grande menace et lance une boule de feu sur Yuji, qui la bloque avec une simple barrière avant de dissiper la corde magique autour du prêtre. Ils échangent quelques mots sur la situation avant que Steel ne lui présente Walter, impatient de rencontrer le héros. Pendant que le vil homme les engage dans une conversation, son appareil cybernétique magique a terminé son travail et alors que l'énergie circulant dans les circuits se stabilise, il ordonne à ses subordonnés monstrueux d'attaquer Yuji.
Il se jette sur lui mais il utilise ses slimes pour les faire exploser tous avec des boules de feu et, profitant de l'occasion, Walter pénètre plus profondément dans son château et ferme la porte derrière lui. Il se rend dans sa salle du trône et s'assoit sur son fauteuil magique spécialement conçu, qui le dope avec toute la magie qu'il a emmagasinée, augmentant sa masse musculaire et faisant ressortir ses tatouages. J'aimerais qu'il y en ait un dans chaque salle de sport. Juste au moment où Walter est sur le point d'achever sa transformation, Yuji et le prêtre entrent dans la salle, et il leur demande d'assister à son changement. Il se transforme lui-même en une créature monstrueuse, tandis que le château se met à trembler. Yuji décide de l'arrêter rapidement en lui lançant une boule de feu, mais Walter est devenu le roi des ghouls et cette attaque ne lui fait rien. Il attaque Yuji et le frappe violemment d'un seul coup, mais le fier loup le sauve. Yuji remarque que le méchant s'est imprégné de la grâce du dragon et que sa transformation n'est pas terminée. Il lui pousse des ailes, un troisième œil et des cornes. Ses griffes grossissent et une queue apparaît. Il passe du roi des ghouls au dragon ghoul. Il charge un rayon laser pour tirer sur son vieil ami, mais Yuji le bloque avec ses barrières. Comme cela ne fonctionne pas, Walter se lance à l'attaque, mais Yuji a placé une substance visqueuse pour lancer une boule de feu par en dessous. Il est beaucoup plus rapide maintenant, il esquive l'attaque et commence à voler au-dessus d'eux, leur demandant d'assister à la puissance du grand dragon. Yuji pense que son ennemi va esquiver chaque attaque individuelle, il ordonne donc au fier loup de bondir et de lancer les slimes en l'air, puis il lance une pluie de boules de feu sur Walter, assez rapide pour esquiver les projectiles. Yuji ajoute une unité pour le tirer de face et après quelques tirs manqués, il le touche, mais Walter est trop puissant pour être vaincu par de si petits sorts et Yuji décide de sortir son arme secrète. Il lance un slime vers le fier loup et le protège de l'attaque énergétique du méchant pendant qu'il enlève une armure spéciale et la met. Les deux monstres équipés sont prêts à affronter le boss final et Yuji augmente leur capacité physique et magique. Le fier loup fonce dans la grotte, sautant et attaquant Walter assez rapidement pour le mettre sur la défensive. Le loup l'attire en position et le slime blindé saute, et Yuji lance une boule de feu gigantesque, trop puissante même pour Walter, le projetant au sol. Il se relève malgré son apparence. Un biscuit, à moitié mangé par un bambin, puis il remarque ses subordonnés tomber et absorbe leur énergie pour se soigner. Il s'envole de nouveau vers Yuji, qui lance une autre boule de feu, abattant un des bras de Walter, qui non seulement le répare immédiatement, mais en fait pousser une autre paire en absorbant l'énergie de ses compagnons tombés. Il est devenu plus fort et plus rapide, et Yuji le bombarde de boules de feu de tous les côtés, mais cela n'a aucun effet car il guérit trop vite. Yuji pense que c'est dû à la puissance excessive de la grâce du dragon, mais il a alors une idée et s'échappe sur le dos du fier loup tandis que Walter l'attaque. Yuji fonce en avant et tandis que Walter le poursuit, il continue de le distraire avec des boules de feu et le force à utiliser l'énergie de ses compagnons pour se soigner. Mais juste au moment où Walter le fait, Yuji utilise le sortilège funeste maudit et transforme ses jambes, source de sa guérison, en pierre. Le méchant est choqué, mais il poursuit son attaque et lance une pluie de coups de poing sur Yuji, qui est protégé par ses barrières. Mais les coups sont trop puissants, il commence à écraser le sol et à briser les barrières, et juste au moment où les barrières allaient céder, les slimes informèrent Yuji qu'ils étaient prêts pour le prochain plan. Alors que Walter joue avec la sphère de barrière, les slimes lancent un filet magique sur lui. Le premier l'immobilise, puis Yuji l'entoure de filets magiques de toutes parts, le transformant en une sorte de momie improvisée. Il utilise ensuite un feu infernal destructeur et vainc le méchant, qui brûle et se retrouve gravement blessé après la dernière attaque. Il rit en disant que peu importe qui gagne et prie son dieu pour que la véritable révélation se produise maintenant. Walter meurt. Pendant que les slimes célèbrent, Yuji pense que ce fut trop facile, et Steel est d'accord. Il dit que quelque chose était suspect, et il est soudainement confirmé dans son opinion. Les machines et le circuit magique qui s'étendait à travers le château s'activent et commencent à absorber toute la grâce du dragon de Walter et de ses complices décédés. L'énergie se rassemble au sommet du réseau de cavernes et une lumière intense se réduit en une étoile filante qui se transforme en humanoïde en atterrissant. C'est un mélange humain et dragon qui se proclame sage. Yuji demande à Steel s'il s'agissait de Walter, et le prêtre lui répond qu'il y avait une partie de la révélation qu'il ne lui avait pas dite. Elle mentionnait la mort du guide pour faire naître le sage, et il était prêt à mourir pour faire de Yuji ce sage qui sauverait le monde. Mais il semble qu'il se soit trompé, et que ce soit Walter qui devait mourir pour faire apparaître le sage corrompu. Yuji demande à Steel qui était le sage, et il répond que lorsque l'émissaire divin combattit le dragon bleu dans les temps anciens, il perdit la vie avec le dragon, et Walter sacrifia sa vie et celle de ses hommes pour le réincarner en utilisant une sorte de rituel d'invocation spirituelle. Mais Steel précise qu'il n'y a rien de divin chez le sage actuellement.
Le sage corrompu utilise le feu infernal de la destruction et anéantit toute la zone, mais Yuji a réussi à se protéger, malgré le choc de voir son attaque préférée utilisée contre lui. Toute la forêt au-dessus du château est devenue un paysage de lave, et le sage corrompu s'envole. Yuji décide de l'affronter. Il utilise tous les bonus possibles sur ses familiers, puis le fier loup emporte le slime pour attaquer le sage corrompu, mais celui-ci bloque facilement la boule de feu et contre-attaque avec un feu infernal de décimation. Le fier loup évite de justesse l'attaque qui aurait pu le tuer 100 fois, et Yuji ordonne à ses slimes de se séparer. Il saute autour en utilisant des barrières physiques, puis il utilise une pluie de boules de feu sur le sage corrompu qui bloque toutes les attaques avec des mouvements rapides et une seule barrière. Il s'apprête à attaquer un slime avec son feu infernal, mais Yuji le sauve grâce à la compétence de camouflage du monstre et attaque ensuite le sage avec une boule de feu améliorée, mais celui-ci bloque également celle-ci. Notre héros pense qu'il va manquer de PM à ce rythme, et ses ennemis semblent avoir une mana infinie vu le nombre de fois où il a utilisé son feu infernal. Il ordonne donc à ses slimes de s'unir et utilise le sort de glace à distance à pleine puissance, mais le sage corrompu se protège avec un bouclier barrière et brise ensuite la glace autour de lui. Yuji immédiatement le frappe à nouveau avec plusieurs boules de feu fusionnées en une attaque géante qui le projette au sol, mais même cela n'a rien pu faire. Le sage corrompu utilise le sort de feu infernal en l'amplifiant 10 fois, et Yuji fait de même. Lors de la collision de leurs attaques de puissance égale, Yuji finit par l'emporter et frappe le sage corrompu, mais il a perdu trop de PM et pense ne plus pouvoir combattre ainsi. Cependant, le vilain n'a même pas été égratigné par l'attaque précédente et il dit qu'il est temps d'apporter le salut au monde alors qu'il décide d'utiliser son plus grand stratagème. Il rassemble la grâce du dragon restante dans la zone et la concentre en une boule avant de la disperser sur tout le continent et de charger les machines à pluie artificielle avec elle. Bientôt, des nuages violets foncés couvrent toute la région et la pluie qui en tombe rend les monstres partout sauvages. Partout dans les différentes villes, on a du mal à faire face aux monstres déchaînés et Yuji les aide avec la slime qu'il a laissée derrière lui. Le sage corrompu s'élève et appelle Yuji le jeune sage, racontant comment il a perdu la vie tentant d'arrêter le dragon, l'âme remplie de douleur et de regrets. Il affirme que, quel que soit le nombre de sages qui naissent, des dragons plus puissants surgiront et plongeront ce monde dans le chaos. Il veut donc sauver le monde en se sacrifiant, et Yuji comprend que son adversaire est simplement désespéré. Le sage corrompu l'attaque avec des flammes infernales et, comme la barrière de Yuji ne peut le protéger longtemps, il riposte de ses propres flammes infernales. Leur combat crée un spectacle pyrotechnique céleste, et le narrateur, émerveillé par leur affrontement, a une nouvelle révélation. Yuji lutte, mais son slime lui signale que des monstres attaquent toutes les villes qu'il a visitées, et il se sent obligé de les aider. Le sage corrompu se moque, disant que son pouvoir ne suffira pas à sauver le monde, et tandis que Yuji le retient, il tente de faire plusieurs choses à la fois, pour finalement conclure qu'il ne peut sauver tout le monde. Mais il s'avère que ses actions héroïques passées ont motivé tous ceux qu'il a rencontrés, et ils sont déterminés à protéger leur foyer de leur propre puissance. Yuji est soulagé et réalise que dans sa vie passée, il a toujours porté seul tous les fardeaux, sans demander l'aide de personne. Cela est devenu une habitude et il a agi seul, même dans ce monde. Mais maintenant, il pense que partager sa charge de travail avec les autres n'est pas une mauvaise chose. Il décide de soutenir ses alliés et leur prodigue toutes sortes de bonus physiques et magiques, ils sont devenus assez forts pour défendre leur ville. Maintenant que tout est en place, Yuji veut se concentrer sur son combat contre le dernier antagoniste, mais avant cela, il reçoit un message de style qui dit que le dieu est en colère et qu'il prononcera son jugement lorsque le soleil et la lune se rencontreront. Yuji pense qu'il ne peut pas attendre l'aide divine et boit la potion de restauration de mana offerte par la dryade, retrouvant ainsi sa pleine forme. Il demande au fier loup de veiller sur Steel pendant qu'il s'élance, utilisant des barrières pour faire face au sage corrompu qui lui demande pourquoi il résiste à la voie du salut. Le sage lui demande pourquoi il est si déterminé à sauver ce monde, et Yuji pense à ses amis ici et comment ce monde n'a pas besoin d'un nouveau. Le chemin. Le sage corrompu apprécie sa réponse et propose un duel jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul d'entre eux, confiant en sa victoire. Tous deux utilisent à plusieurs reprises des flammes infernales, le sage corrompu soulignant les limites magiques du corps humain, limites qu'il ne connaît pas. Yuji, conscient de cette vérité, reçoit alors un message concernant l'utilisation d'un sort de frappe divine, se demandant s'il s'agit du style de jugement révélé. L'ayant déjà utilisé contre le dragon bleu, il le réutilise sans hésitation, frappant le sage corrompu de la foudre divine et le projetant au sol. L'écran système indiquant qu'il peut encore utiliser la frappe divine, Yuji décide de la répéter à plusieurs reprises. À la fin, le sage corrompu, bien que sonné par l'effet de la frappe divine, reste debout.
Yuji décide alors d'employer une technique plus puissante pour l'achever et ordonne à son slime de se mettre en formation tandis que le sage corrompu prépare son attaque la plus puissante. Yuji lance le poignard de Kétis dans le ciel et utilise frappe divine dessus, dissipant les nuages noirs tandis que le poignard brille intensément. Simultanément, la lune éclipse totalement le soleil, accomplissant la première partie de la technique de révélation. Yuji récupère le poignard et saute sur le sage corrompu qui s'apprête à lancer son attaque ultime, lorsqu'il est entouré de 6 couches de barrières. Ces couches se brisent facilement, et Yuji utilise la puissance du joyau du dragon de feu pour déployer un puissant champ de confinement, emprisonnant à la fois le sage corrompu et lui-même. Il transperce alors le sage corrompu avec le poignard chargé et libère l'énergie de la frappe divine à l'intérieur de son corps. Le sage ne peut supporter cette énergie, se fissure et explose finalement, détruisant le champ de confinement indestructible avec lui. La puissante détonation de l'explosion dissipe les nuages sur tout le continent. Yuji, indemne après cette puissante explosion, rayonne d'une lumière dorée tandis qu'il descend comme un véritable émissaire des dieux. Steel ne peut que le contempler avec émerveillement et, dès qu'il touche le sol, il s'effondre, mais conserve sa conscience. Il sourit, pensant que le monde est enfin sauvé. Il ne reste pas pour célébrer car Ordarion était le bastion du culte de la lune bleue. Il ne serait pas d'humeur à faire la fête après leur défaite. Il confirme l'état des autres villes grâce à ses slims et tout le monde célèbre sa victoire. Les slims avec Yuji dansent également de joie et ils pensent que c'est une bonne chose que tout le monde s'amuse. Quelques jours se sont écoulés depuis la bataille, mais malgré la défaite du sage réanimé, notre héros n'a même pas entamé les véritables profondeurs du culte de la lune bleue. Les hommes d'Ordarion tiennent une réunion et leurs supérieurs pensent que la mort de Walter n'est pas un grand problème car leur arme finale, codée « Purificateur », est achevée. Elle n'est même plus comparable à un réacteur nucléaire et est devenue quelque chose qui sort des films de science-fiction. Une fois qu'elle explosera, elle emportera tout le continent avec elle. L'homme responsable de ce continent dit que leurs vies prendront fin lorsqu'ils déclencheront la purifier, mais c'était un sacrifice nécessaire. Ils devaient le faire pour atteindre leur objectif final et vaincre le dragon noir de la ruine. C'était la véritable mission du culte de la lune bleue et ils n'hésiteraient à rien pour cela. Grâce à la limace, Yuji entend tous et soupir car cette nouvelle gâche le goût de son repas. Il restait d'autres bombes à désamorcer et un autre dragon à vaincre. Sa limace lui signale qu'ils ont un visiteur, et un énorme tigre apparaît, suivi de plusieurs autres qui entourent notre héros. Il les élimine donc, et le lendemain, il se rend à la ville la plus proche et demande à entreprendre une quête de chasse au tigre, ayant déjà accompli la tâche. La réceptionniste dit que c'est un exploit formidable et souhaite l'ajouter aux chevaux de tous les membres de son groupe, mais Yuji lui répond qu'il a travaillé seul. La jeune femme pense que c'est un traumatisme, et qu'après avoir perdu ses compagnons, il a fait comme s'il n'avait jamais existé. Elle se met à pleurer et à le consoler, mais alors le chef de la guilde arrive, et elle comprend que les tigres ont été éliminés par une seule personne utilisant la magie du feu. Elle demande à Yuji s'il est mage, et il répond qu'il était juste un dompteur. La mauvaise nouvelle concernant sa vie privée, c'est que le chef de la guilde a entendu parler d'un dompteur particulier, doué pour la magie, et au moment même où elle dit cela, toute la guilde reconnaît Yuji comme le héros légendaire qui a combattu d'innombrables monstres, sauvé de nombreuses villes et même vaincu des dragons légendaires seuls. Et sa discrétion étant totalement perdue, notre héros se demande ce qu'il devrait faire ensuite.